nous allons pouvoir commencer. Monsieur le maire des Ouches, Maurice Desailloux, qui représente aujourd'hui également monsieur le député de la 6e circonscription de Haute-Savoie, retenu à Paris par ses activités parlementaires, Xavier Roseraine. Alors, monsieur le haut-commissaire à l'énergie atomique, Yves Bréchet, je ne le vois pas encore là, mais il viendra sans doute rapidement. Madame la présidente de l'université Grenoble-Alpes, Louise Dumazy. Madame l'administratrice générale de Grenoble INP, Brigitte Plateau. Monsieur le président de l'École normale supérieure de Lyon, Jean-François Pinton, qui vient d'arriver à l'instant, impeccable. Monsieur le directeur de l'Institut de physique du CNRS, Alain Choul, que j'ai vu aussi ce matin. Monsieur le président de la communauté universitaire de Grenoble-Alpes, Patrick Lévy. Monsieur le directeur scientifique exécutif à la direction de la recherche fondamentale du CEA, Philippe Chaumat, qui n'est pas là, il doit venir avec, probablement avec Yves Bréchet. Monsieur le directeur adjoint de l'école de physique des Ouches, Philippe Pédard. Monsieur l'attaché scientifique du consulat de France à Houston, Alain Mermet. Enchanté. Mesdames, Messieurs, les membres de la famille de Cécile de Witt-Morette. Christiane, chère Christiane, fille de Cécile, chère Nicolette, fille de Cécile. Chère Marianne, sœur de Cécile, et Niki, sa petite fille. Voilà. Mesdames, Messieurs, les anciens directeurs et directrices de l'école de physique des Ouches, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'école de physique des Ouches pour cette cérémonie qui est l'inauguration de l'UMS 2002 intitulée École de physique des Ouches. Alors, beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est que ce sigle UMS. C'est un sigle du CNRS qui veut dire Unité mixte de service. Et donc l'école de physique des Ouches est une unité de service au service de la physique française et internationale. Et donc cette école, en fait, accueille des chercheurs du monde entier qui vont des étudiants en première année de thèse au prix Nobel, comme vous le verrez dans quelques minutes. Donc l'école accueille plusieurs milliers de participants chaque année qui viennent échanger leurs connaissances et faire progresser la science française et internationale. Alors, depuis le 1er janvier 2017, l'école possède 5 tutelles qui sont rappelées ici. L'université Grenoble-Alpes, qui a pris la suite de l'université de Joseph Fourier avec la fusion des universités à Grenoble, le CNRS, Institut de physique, Grenoble INP, le CEA et l'ENS, l'École normale supérieure de Lyon. Et donc ces 5 tutelles forment le socle sur lequel le partenariat pour faire vivre et pérenniser l'activité à l'école de physique des Ouches s'est réalisé. Alors, quelques mots sur l'agenda pour vous présenter la journée. Donc, on va commencer par un hommage à la fondatrice de l'école qui avait prévu de venir à cette cérémonie, qui malheureusement nous a quittés le 8 mai dernier. Et donc nous allons avoir un petit témoignage, je vais commencer par un petit témoignage, et ensuite beaucoup des personnes qui ont connu Cécile, Philippe Nozière, Jean-Gilles Justin, Michel Leduc et Ulrich Van Kolk vont nous donner quelques images de cette femme extraordinaire qui a été la fondatrice de l'école de physique des Ouches. Nous aurons ensuite quelques mots du président de la communauté d'université de Grenoble-Alpes et du maire de la commune des Ouches, Maurice Desailloux, que je remercie de nous avoir prêté la tenture et les équipements pour le buffet tout à l'heure, que nous serons ravis de partager ensemble. Ensuite, à cette occasion, nous aurons la signature de la convention de création de l'école de physique des Ouches, de cette UMS 2002, où les 5 tutelles vont signer officiellement les nouveaux statuts de l'école de physique. Alors ensuite de cette signature, en fait, nous irons dans le grand hall du bâtiment, à droite en sortant, dans la nouvelle pièce d'accueil, où nous avons une plaque à la mémoire de Cécile de Witt-Morette, où donc Christiane, sa fille, dévoilera le voile qui est sur cette plaque. Et cette plaque sera le symbole, en fait, du fait que ce bâtiment, qui était totalement rénové, je vous montrerai ça dans une
portera désormais le nom, va changer de nom, il s'appelait La Jacassière, et portera désormais le nom de Cécile de Witt-Morette, en mémoire de sa fondatrice. Après tous ces événements, nous aurons un buffet jusqu'à 12h40, puis l'après-midi, quelques exposés de personnalités scientifiques, un premier témoignage d'André Martin, et nous avons la chance d'avoir deux des premiers des élèves de la première école en 1951, André Martin et Lou Verlet, ici présents. Et André Martin va nous donner quelques minutes de témoignage sur Cécile et sur cette première école. Ensuite, Claude Cohen-Tanucci a réalisé une vidéo qui s'appelle Souvenir de l'école des Ouches, d'une douzaine de minutes, on vous présentera juste après. Alors Claude était vraiment, c'est un adepte des Ouches, un prix Nobel 97, un adepte depuis toujours de l'école des Ouches, et malheureusement il a subi une opération qui s'est très bien passée, mais il n'a pas le droit de venir, et il regrette, il se présente vraiment de toutes ses excuses, parce qu'il avait prévu de venir, mais ils ont décalé son opération de 2 semaines, et malheureusement, mais ça se passe très bien, ça s'est très bien passé, il récupère. Et puis nous aurons deux exposés scientifiques, Luc Blanchet qui va nous parler des dernières découvertes sur les ondes gravitationnelles. Vous avez vu sans doute lu dans les journaux, donc une nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers, la fusion de trous noirs en live. Et donc il va nous parler de ça cet après-midi vers 14h50. Et puis Sacha Davidson, qui est une des organisatrices de l'école qui a lieu en ce moment, vous avez croisé les étudiants là tout à l'heure, va nous parler de puissance de 10, et donc elle va nous parler de ce qui se passe en fait dans cette école sur les théories de champ affectif. Je vous laisse le soin de vous raconter leurs activités, et puis nous finirons par une petite pause café discussion, l'idée étant de clore ces événements vers 17h. Est-ce que vous m'entendez bien au fond ou ça va, hein? Je ne prends pas le micro. Hein. Ah, c'est pour l'enregistrement. Désolé. Voilà. Et donc, j'aborde maintenant la partie hommage à Cécile, donc, la fondatrice de l'école de physique des Ouches. Donc, c'est une histoire absolument merveilleuse. Hein. À l'époque de son mariage avec un chercheur physicien américain, Bryce DeWitt, Cécile avait la volonté de faire quelque chose pour la physique française. Parce qu'à la sortie de la guerre, l'état de la physique française avait complètement décroché, était dans un état de délabrement assez avancé. La physique moderne n'était pas du tout enseignée. Et Cécile, par son propre parcours, qui a été au contact des plus grands physiciens de l'époque, Frédéric Joliot-Curie, Schrödinger, et elle a été à Princeton après, au contact vraiment des grands maîtres, s'est dit, il faut faire quelque chose, je veux faire quelque chose pour la physique française. Et à l'âge de 28 ans seulement, à l'époque de son mariage, elle a décidé de créer l'école de physique, dont la première session a eu lieu en 1951, dans cet endroit merveilleux, ici les Ouches. C'est aussi une coïncidence avec une copine de jeunesse qu'elle a pu réussir à d'abord même pas louer. C'est Laprade, le grand architecte Laprade, mettait à disposition de l'école de physique certains de ses chalets pour accueillir les physiciens du monde entier. Ce qu'on peut dire, c'est que la vision de génie de Cécile a été de faire enseigner la physique moderne par les plus grands noms, les plus grands maîtres des disciplines, en particulier à l'époque, surtout la mécanique quantique, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai dit. Et le deuxième point qui est essentiel, qui fait l'ADN finalement de l'école de physique, c'est d'avoir inventé le concept de réunir sur un même site, pendant 2 mois d'été, 8 ou 9 semaines, enseignants et étudiants sur le même site, qui partagent donc les cours, les repas, épluchent les patates ensemble et se promènent en montagne également ensemble. Et ça, c'est un des points cruciaux. C'est-à-dire qu'on peut faire de la physique 20 heures sur 24 environ. Donc grâce à son énergie, son charisme et une force de conviction incomparable, Cécile a monté son projet et conféré très rapidement à l'école une réputation internationale d'envergure. Alors, quelle est sa recette? J'ai donné. Donc, c'est former des jeunes chercheurs au contact direct des grands maîtres, profiter de ce cadre magnifique ici sur la commune des Ouches, importance de la vie commune sur place et du cadre exceptionnel et stimulant, et un nombre limité d'élèves
hein, pour qu'ils puissent interagir avec les professeurs en permanence, hein, pendant les cours, mais aussi lors du déjeuner, du petit déjeuner ou du dîner. Et ça, c'est la fabrique, hein, de l'école de Lou. Donc seulement une cinquantaine d'élèves, 50, 55, une dizaine ou quinzaine d'enseignants et des orateurs de séminaire, 70, 75 personnes en tout. Alors cette recette magique de Cécile, en fait, a très très bien marché. Elle a eu un impact considérable. Donc sa volonté, c'était vraiment d'établir une tradition d'excellence et un prestige international pour faire venir les meilleurs étudiants du monde entier, se former au contact des meilleurs enseignants du monde entier. Donc l'impact a été considérable. Beaucoup de grands physiciens et mathématiciens des 60 dernières années ont soit étudié, soit enseigné aux Ouches. Hein. Là, j'ai mentionné quelques noms, hein, mais la liste n'est pas complète ici. Je l'ai, mais je ne veux pas vous saturer avec ça, la liste. Les pères fondateurs de la mécanique quantique, Pauli, Fermi, Wigner, Feynman, Ramsay. En matière condensée, Bardeen, Anderson, d'Eugène Fert, hein, deux prix Nobel français. En physique théorique, Wilson, Gross, Charlie Towns, inventeur du laser. Des mathématiciens aussi, Alain Cohn, Ed Witten, René Thom. Et puis, plus récemment, Claude Cohen-Tanouji, dont j'ai parlé, Steve Chu, Wolfgang Ketterné, Eric Cornell. Notre prix Nobel français, le dernier, Serge Haroche. Et puis, 2016, les prix Nobel 2016, Taules et Haldane, qui connaissent bien la France, parce que l'épouse de Haldane est française, actually, sont venus enseigner, et certains plusieurs fois aux Ouches. Hein. C'est ça qui est remarquable. Et donc, j'ai mis à jour le compte des prix Nobel, avec l'aide de Roger Ballian, d'ailleurs, que j'en avais oublié un ou deux. Donc à ce jour, il y a 47 prix Nobel, hein, qui sont venus enseigner aux Ouches, et 3 médailles Fields, donc qui sont sur la physique mathématique, en fait. Donc ça, on peut dire que la recette de Cécile a été vraiment un grand succès. Alors, Cécile a dirigé l'école pendant 22 ans, les 22 premières années de l'école. On la voit ici, donc au travail, a essayé de convaincre aussi. Hein, ça n'a pas été si facile que ça, de convaincre les sponsors de subventionner le fonctionnement de l'école. Cécile a aussi arpenté les montagnes du massif du Mont Blanc. Hein. On la voit ici, j'aime beaucoup cette photo parce que on la voit ici au sommet de l'aiguille du Tour avec son mari Bryce. Et puis on voit derrière l'aiguille du Chardonnay, l'aiguille verte ici. Et les deux choses amusantes sur cette photo, c'est qu'elle a été prise par Kip Thorne, qui est un des physiciens sur la gravitation, une des vedettes internationales aujourd'hui, dans le domaine de la gravitation. Et puis l'autre information qui est moins plaisante, c'est que le glacier d'Argentière ici, il n'a plus du tout cette allure-là aujourd'hui. Quand on compare cette photo aux photos d'aujourd'hui, il y a eu un recul considérable du glacier dans celle-là. Ça, c'est la conséquence du réchauffement climatique. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Alors évidemment, l'école, après la direction de Cécile, a continué. Je voudrais remercier en fait tous les précédents directeurs, sous-directeurs, directeurs du centre de physique, dont la liste est montrée ici, qui ont fait tourner l'école et qui l'ont rendue maintenue en fait cette tradition, ces règles, et aussi améliorer, comme vous allez le voir dans une minute, le confort et les conditions d'accueil des participants. Donc je remercie en particulier beaucoup de ces directeurs adjoints et du staff des écoles précédentes sont ici. Je voudrais vraiment les remercier. C'est un plaisir en fait de prendre la direction de l'école à la suite de toutes ces personnes. Donc la nouvelle équipe depuis 2017, donc c'est moi-même, Philippe Pellard, Annie Glomo, notre directrice administrative. Philippe est directeur adjoint de Grenoble, de l'UGA. Et puis nos secrétaires sont Isabelle Lelièvre, Muriel Gardette et Jean-François Aubrin, que vous avez tous croisés déjà ce matin. Alors je voudrais mentionner en fait que beaucoup de l'histoire de l'école de physique des Ouches est rassemblée dans ce magnifique volume qui est une initiative de Bart Van Tingelen et Alain Schul, hein, que je remercie au CNRS, hein, et qui ont demandé à Luc Allemand et Vincent Moncorgé de faire un livre sur finalement l'histoire des Ouches, et aussi de l'école de Cargèse, qui est un petit peu la petite sœur des Ouches, qui est aussi dans un site magnifique
en Corse, hein, à Cargèse, quasiment sur la plage, et qui aussi a joué un rôle très important dans le renouveau de la physique française, après-guerre. Hein, donc l'école de Cargèse a été créée juste une année ou deux après par Maurice Lavie. 58, donc quelques années plus tard. Merci. Ah, c'est ça, il pleuvait trop. Voilà, en tout cas, dans votre sac, vous avez un exemplaire de ce livre, hein, que vous pouvez consulter et lire toutes les anecdotes et comment l'évolution de la physique a été vécue par beaucoup des gens qui ont participé à l'opération de l'école de physique ici. Voilà, donc finalement, quel est le mandat qui nous est donné, hein? C'est de maintenir cette tradition d'excellence, son attractivité. Hein. Il y a d'autres écoles concurrentes, si vous voulez, maintenant. Hein. Les gens ont compris la recette magique, son caractère international, bien couvrir tous les domaines de la physique, en particulier les domaines émergents. Hein. Et finalement, l'école sert la communauté scientifique nationale et internationale aussi par les liens qu'elle crée entre professeurs et étudiants, entre élèves et enseignants de tout pays. On constate en regardant les archives, hein, c'est que beaucoup d'élèves deviennent vraiment des leaders de domaine, et beaucoup d'entre eux, comme je l'ai montré, ont été primés par des prix très importants. Et donc l'école participe aussi au rayonnement de la physique française à l'étranger. Alors l'attractivité de l'école passe aussi par la qualité de son accueil et ses infrastructures. Il y a eu beaucoup de travaux d'amélioration et d'agrandissement qui ont été faits. Et là, je voudrais souligner la différence entre les premières années, hein, où Léon Van Hove, en 51-54, enseignait dans un chalet avec un tableau de bric-et-broc ici. Hein. Wolfgang Pauli travaillait au tableau. On a gardé le tableau, c'est toujours celui qui est dans l'entrée. Hein. Donc voilà Paoli, hein, le grand Paoli, 1952, en train de travailler vraiment dans les champs ici. Et puis Nicolette, je pense que c'est Nicolette de Witt, vous voyez les conditions sanitaires. Et était voilà, le bain avec le broc et la bassine. Je n'ai pas résisté à vous montrer ces souvenirs mémorables des premières années. Alors, ces travaux ont continué, hein, et entre août 2016 et mars 2017, il y a eu la rénovation complète de ce bâtiment, hein, et de l'amphi, hein, où les sièges en bois étaient un petit peu durs au bout de quelques heures. Hein, et j'espère que vous êtes bien assis maintenant. Hein. Et donc, vous voyez l'extension, hein, qui se trouve sur la droite du bâtiment, ici, donc avec les grues. Et donc, il y a eu des travaux vraiment remarquables, dans des conditions contraintes. Et à cette occasion, je voudrais remercier beaucoup de personnes, hein, je ne vais pas citer tout le monde ici, mais Jérôme Couston de l'UGA, le cabinet d'architectes Wolf, Yves Munier en particulier, et Le Goût, hein, qui ont passé beaucoup de temps ici sur le chantier, qui est très réussi, et à toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier dans des conditions très contraintes, parce qu'on ne voulait pas arrêter l'école pendant trop longtemps. Hein. Donc ça a été pour un budget total d'1,5 million d'euros environ. Et donc maintenant, nous avons une école magnifique, hein, photo je pense, de Vincent Moncorgé, hein, je crois, Barthes, avec la nouvelle aile dans laquelle nous dévoilerons la plaque. Hein, c'est celle par où vous êtes arrivé ici, la plaque en mémoire de Cécile. Hein, et ce nouveau bâtiment, finalement, sera rebaptisé bâtiment Cécile de Witt-Morette à sa mémoire. Voilà, et donc je vous engage à visiter le bâtiment, et puis j'ai terminé mon introduction, et je passe la parole maintenant à quelques témoignages. Donc le premier témoignage par Philippe Nozière. Alors Philippe est malheureusement très fatigué, il m'a prévenu hier qu'il ne pouvait pas venir, donc il nous a envoyé un petit texte que Philippe Pella va nous lire en son nom. Philippe a été parmi les premiers à aider le développement des ouches, un ami très proche de la famille de Witt, et donc Philippe va nous lire son petit texte maintenant. Moi, je peux faire ça en même temps. En 1951, donc l'enseignement de la physique en France était vétuste, la physique moderne complètement ignorée. Il en était de même dans la plus grande partie de l'Europe, sauf en Grande-Bretagne. Cécile de Witt est allée se former en Irlande, auprès de Schrödinger, je crois. Revenue en France, elle a décidé de partager cette aventure avec la communauté des jeunes physiciens français et européens. Il fallait créer de toutes pièces un enseignement ouvert aux nouveautés de la physique moderne à partir de rien. Où, comment,
Cécile a inventé le concept d'école d'été, alors révolutionnaire. Elle avait pour amie la fille de l'architecte Laprade, qui a accepté de prêter son domaine des Ouches pour cette aventure hors du commun. Dès la première session, en 1951, c'était un succès total. Cécile a tiré de grands noms de la physique, heureux d'avoir un auditoire passionné. Lou Verlet et André Martin pourront en témoigner. J'ai été élève en 1953. C'était une expérience extraordinaire. J'ai découvert ce qu'était la vraie physique. Je n'ai jamais oublié le cours de Rudolf Peierls, passionnant et limpide. Mais l'âme de l'école restait Cécile, qui respirait la curiosité et l'enthousiasme. Je n'ai pas pu assister à la session de 1954 car j'étais bloqué à Paris par les expériences de mon diplôme d'études supérieures, mais j'ai pu y faire un saut, rien n'avait changé, Cécile m'a accueilli comme un petit frère, et pour la petite histoire, m'a confié Nicolette pour l'emmener à ses grands-parents à Lisieux. Elle ne s'en souvient certainement pas, mais je n'ai pas oublié le visage affolé de mon père lorsque je suis arrivé chez lui à Paris à 8 h du matin avec un bébé sur les bras pour la nourrir et la changer. Je l'ai vite rassurée, elle n'est pas ma fille. La réaction de ses grands-parents sur les quais de Lisieux était tout aussi inquiète. Que faisait leur petite fille dans les bras de ce gamin mal fagoté? J'ai eu droit à un timide « merci monsieur » et ils sont partis en courant. En 1957, je finissais ma thèse à Princeton lorsque Cécile m'a contacté pour remplacer le directeur adjoint Deuthoff qui partait en mission prolongée aux États-Unis et pour organiser la session 1958. Je lui ai proposé un sujet unique, le problème à N-corps, très à la mode à l'époque. Elle a accepté avec enthousiasme. Oui, mais il fallait gérer les papiers administratifs et comptables. Et j'étais aussi peu doué que mon prédécesseur. Je me suis retrouvé dans une situation délicate face à l'agent comptable qui voulait une comptabilité en ordre et a très vite compris que j'étais dépassé par les événements. Il m'a coupé les fonds. J'ai demandé l'aide de Cécile, alors aux États-Unis, qui m'a répondu « J'ai des demi-frères inspecteurs des finances, je vais voir ce qu'ils peuvent faire ». Une semaine plus tard, j'étais convoqué par le trésorier payeur général de Grenoble, qui m'a reçu avec un grand sourire. « Tiens, voilà notre faussaire ». Je n'ai pas oublié ma réponse. « Modérez vos propos, monsieur le trésorier payeur général. » J'entends encore la sienne. Vous ne pouviez pas faire autrement avec la pagaille dont vous aviez hérité. Ne recommencez pas. Nous étions devenus avec Cécile des complices, très proches. La session 1968 était un grand succès. Elle n'a pas eu de suite car je partais au service militaire à Brest. Les années ont passé. L'école des Ouches est devenue une institution respectée. Cécile a eu la sagesse de s'effacer progressivement. Il reste que l'école des Ouches et son œuvre. C'est une très grande dame qui a profondément marqué la science française en lui ouvrant des horizons nouveaux. La physique française et européenne lui doivent énormément. Merci Cécile, Philippe Nozière. Nous avons maintenant Jean-Zine Justin. Je te mets ton petit texte. Oui, absolument. La Redford. C'est la Redford. À gauche, oui. Les Promigo. Alors. Comment on passe ça? C'est un fichier Word. Hein? Oui, un fichier Word. Il faut revenir en mode. Tu veux projeter? Oui, je vais projeter un fichier Word. Ah, ça,
Donc, moi, je ne vais pas vous parler des années où Cécile était directrice, parce que je ne l'ai pas connue. En fait, ma première visite à l'école, qui était d'ailleurs ma première visite dans les montagnes, était en 1971, mais j'étais un petit conférencier qui a parlé 3 fois, et j'ai vu passer Cécile. Quelqu'un m'a dit c'est Cécile, mais c'est le seul souvenir que j'en ai gardé. Par contre, 4 ans plus tard, en 1975, donc j'ai été invité. Oui, pas très cool. Voilà. Voilà, bon. Oui. Donc, en 75, enfin plutôt en 74, j'ai été invité à organiser une école d'été, ce qui a été qui a été pour moi une grande responsabilité. C'était une session de 6 semaines et je n'avais à l'époque que 32 ans. Et donc, il fallait arriver à convaincre des gens, des collègues, de venir enseigner ici. C'est une école où, a posteriori, on peut voir qu'il y a eu 4 prix Nobel dans cette session et une médaille Fields comme étudiant. Donc, ma première interaction avec Cécile, c'est que Cécile m'a demandé, et m'a écrit même une lettre de recommandation, pour recommander son mari Bryce comme participant à l'école. Bon, ici, l'âge moins typique des jeunes participants, c'est ceux qui sont au niveau postdoc, donc qui ont, disons, 30 ans ou 35 ans. À l'époque, j'ai vérifié, Bryce avait 52 ans. Donc, j'ai répondu à Cécile qu'il me semblait que Bryce n'avait pas l'âge. Et de plus, à cette époque, Bryce était une notabilité de la physique. Il était bien connu. Il aurait pu lui-même enseigner dans cette session. Et finalement, évidemment, il était difficile de refuser quelque chose à Cécile. Donc finalement, nous avons travaillé un compromis. Je lui ai dit, je l'accepte à condition qu'il ne pose aucune question qui puisse dérouter les autres participants. Et sur cette condition, à cette condition, il est effectivement venu et il était assis toujours quelque part là-bas au fond. Et il a participé à tous les enseignements. Alors, la chose et on voit sur cette photo, Bryce, justement. Voilà Bryce, un des enseignants, Ludwig Faddeev, difficile à reconnaître, une des grandes gloires de la physique mathématique soviétique de l'époque. Et puis ça, c'est peut-être la future femme de Ed Witten, qui était lui participant et qui a rencontré sa future ici. Comme quoi, il y a même des choses. Alors, par contre, une chose dont je me souviens très bien, donc Cécile et Bryce habitaient, je pense, dans les fermes de Charousse, là-haut, et Bryce venait ici tous les jours. Par contre, Cécile faisait la randonnée, je ne sais quoi. Mais une des grandes traditions de l'école, j'imagine qu'elle existe toujours, c'est qu'une soirée, c'est la fondue savoyarde. Donc, elle est venue pour la fondue savoyarde. Et c'est le seul moment où, disons, le vin blanc local est essentiellement disponible sans grande limitation. Et donc, à la fin du dîner, tout le monde est assez joyeux, disons. Et bon, j'étais en train de discuter à ma table, et puis je commence à entendre une voix, et puis j'entends aussi que le brouhaha commence à baisser. Et je vois, à ma grande surprise, Cécile et Bryce assis par terre dans la cafétéria, et qui commencent. Alors, je n'ai pas entendu le début de ce qu'ils ont dit. Donc, mais au moment où j'ai entendu, c'était « Et le feu s'est levé jusqu'au 2e étage. » Et nous, on criait. Parce que Bryce avait un accent, il parle très bien français, mais avec un accent américain terrible. « Gaston, saute, on a une couverture. » Et le feu s'est levé jusqu'au 3e étage. Et nous, on criait « Gaston, saute, on a une couverture. » Alors, ça a duré un certain temps, je ne peux pas vous dire combien d'étages ont été grimpés. Et finalement, enfin, Gaston a sauté. Et on a bien ri, parce qu'il n'y avait pas de couverture. Donc, voilà un souvenir
je pense, qui n'est pas, disons, particulier, disons. J'aurais dû transformer en PDF, effectivement. Bon. Mais j'étais un peu pris par le temps. Voilà. Alors, une des choses maintenant plus sérieuses, hein, enfin, non pas, c'est simplement, ça montre un côté de Cécile que peut-être ici tout le monde ne connaissait pas. C'est que Cécile, même lorsqu'elle n'était plus directrice, n'a jamais cessé de s'occuper de devenir de l'école, de façon très gentille, hein, mais néanmoins, je pense qu'elle a régulièrement téléphoné au secrétariat pour prendre des nouvelles sans le dire au directeur. Et de temps en temps, elle voulait aussi dire quelque chose, donner un conseil au directeur. Et je me souviens que c'était l'hiver 89-90, j'étais à Harvard, j'habitais près de Cambridge, et je n'avais bien entendu pas donné mon numéro de téléphone privé à Cécile. Elle a réussi à le trouver, et donc un matin à 8h, elle m'a réveillé pour me dire « Tu sais, j'ai une idée pour l'école ». Donc on voit qu'elle continue à surveiller dans le fond, sans se faire trop remarquer, pour savoir tout ce qui se passait. Alors ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle Cécile est venue, disons, à un conseil d'administration sur 2 à l'école, parce qu'elle passait par l'Europe une fois sur 2 à ce moment-là. Et un des sujets qui me préoccupait lorsque j'ai pris... donc moi, j'ai pris mes fonctions de directeur en 1987. Et une des choses qui m'a frappé au bout d'un temps relativement faible, c'est que l'école avait beaucoup vieilli, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas vieilli, mais c'est que les participants, eux, avaient d'autres idées sur le confort, sur la manière de fonctionner. Et donc, nous avions des risques sérieux d'être abandonnés parce que nous étions un peu obsolètes. Et donc, il fallait rénover l'école de manière massive. Par exemple, nous n'avions pas non plus d'informatique. Enfin, c'était encore, disons, la vie en refuge organisée sur ce site. Donc, j'ai commencé à entreprendre le conseil d'administration en disant qu'il faudrait rénover. Pour l'informatique, avec Robert Romestin, ça, on l'a fait nous-mêmes. Mais le reste, c'était de la construction, donc c'était plus compliqué. Et alors évidemment, les anciens me disaient « Oh, mais nous, on a bien vécu là, donc il n'y a pas de raison de changer. » Alors, on a bien vécu là, ça pouvait dire « Je suis en train de doucher au chardonnay. Malheureusement, la pression est faible, et donc je suis en savonné dans ma douche, et j'attends que d'autres en bas s'arrêtent de se doucher. » Bon. Et je leur citais ce mot de Sidney Coleman, un célèbre collègue américain, auquel on avait vanté le charme de l'école, et qui avait dit « J'échangerai volontiers un peu de charme contre un peu de confort. » Donc, alors, donc j'ai commencé à discuter, et j'ai commencé à faire des économies aussi. C'était ça, parce que je pensais bien que c'était mon argent, en quelque sorte, qui servirait à lancer l'opération, mais j'ai évidemment prospecté partout, au niveau du département, où je me suis fait jeter parce que le département de Haute-Savoie a dit on ne finance pas la maison de vacances de l'Université de Grenoble. À l'époque, le maire des Ouches ne nous connaissait pas bien. Par contre, nous avions des relais au niveau de la région et aussi du ministère, heureusement. Et donc, néanmoins, alors l'intervention, donc je m'étais fait un projet qui était calqué sur mon financement espéré. Et Cécile m'a dit, ne fais pas ça, fais tout de suite un projet d'ensemble, et puis on verra bien si tu peux le financer. Et ça a été une excellente suggestion que j'ai suivie. Et par chance, les planètes se sont alignées vers la fin de mon mandat, c'est-à-dire au bout de 8 ans, où à la fois le président de l'UGF, Alain Nemoz, était un grand enthousiaste de cet établissement. Donc au ministère, nous avions le directeur de la physique qui voulait nous soutenir et qui avait des fonds de tiroir à caser. À la région, nous étions soutenus. Par contre, nous avions toujours des problèmes avec le département. Et donc, on a organisé ici une grand-messe
où on a amené tous nos collègues qui avaient plein de médailles. On les fait claquer, teinter devant les administrateurs, tous ces hommes politiques, pour leur montrer que ce n'était pas une maison de vacances. Et finalement, ce projet de rénovation qui était complet, c'est-à-dire construction de nouveaux chalets, rénovation de tout l'existant, changement déjà de la cafétéria et déjà changement de ce bâtiment qui s'appelait toujours là, à ce moment-là la Jacassière. Donc ça a été... et j'ai quitté mes fonctions au bout de novembre parce que j'étais en même temps chef de la Physique théorique à Saclay et chef du Journal of Physics et je n'en pouvais plus de faire de l'administration. Mais au moins, je suis parti lorsque le chantier a été lancé, que j'ai vu le premier chalet essentiellement construit. Donc, non. Mais je... Ah, c'est vrai, j'aurais dû... Voilà, j'aurais dû commenter effectivement un instant cette photo. Donc ici, vous reconnaissez Cécile Hillard, je ne sais pas pourquoi, probablement. Mais ce n'était pas pendant la fondue. Et ici, donc de nouveau Cécile. Et ici, Raymond Stora, qui a été directeur de cette école pendant 5 ans. C'était mon prédécesseur avec sa femme. Et Jean-Bernard Zuber, qui a organisé des sessions ici. Donc tous des physiciens de grande renommée. Alors, bon, là sur cette photo qui a été prise en 98, eh bien vous reconnaissez Bryce DeWitt, vous voyez Cécile, et puis vous voyez un autre directeur qui est ici, François David. Donc, alors, une autre chose que je trouve amusante, c'est le sentier de Cécile. Voilà. Alors, Cécile, je pense que c'est en 98, était triste parce qu'en réalité, au-delà de ce que vous voyez autour de vous ici, de l'école possède un morceau de forêt, un morceau de bois très important qui se trouve derrière l'école ici. Et cet ensemble-là que nous avons exploré avec Romestin, parce qu'on ne savait même pas quoi, pour chercher les bornes, pour savoir à quoi ça correspondait, était totalement inaccessible parce qu'il fallait se battre dans les broussailles, etc. Et donc, Cécile, voyant que le conseil d'administration et même le directeur faisaient preuve d'un peu de mollesse pour régler ce problème, a envoyé Bryce, qui avait à l'époque déjà nettement plus de 70 ans, avec une tronçonneuse, et pour aller défricher un chemin dans le bois. Et puis comme tout seul, il n'avait aucune chance d'y arriver, d'ailleurs même à plusieurs, ils ne sont pas arrivés, mais enfin ils en ont fait un bout, eh bien elle a suggéré aux participants que si ils aidaient aussi à couper du bois, eh bien elle leur payait du vin au repas de midi. Et assez remarquablement, il y a des jeunes participants qui, pour le vin de midi, et probablement pour faire plaisir à Cécile aussi, je pense, eh bien, sont allés aider à couper. Et donc, ils ont fait un morceau de chemin. Et ensuite, la direction de l'école s'est sentie obligée de continuer le travail et faire un petit genre de sentier botanique. Je ne suis pas allé récemment, donc je ne sais pas dans quel état il est. Mais ça passe. Voilà. En tout cas... Ça, c'est aussi un exemple de la personnalité de Cécile. C'est je fais, au lieu de discuter. Alors, elle a fait. Et un autre exemple de sa détermination et de sa persévérance, c'est que, et c'est une chose que tous ceux qui ont côtoyé Cécile ont pu remarquer, c'est que quand elle a une demande, non n'est jamais une réponse. Non, pour elle, ça veut dire d'accord, demain on en reparle. Et puis, dans 1 an, on en reparle. Et puis, dans 2 ans, on en reparle. Mais un jour, tu diras oui. Et puis, elle avait ces espèces de yeux bleus qui vous regardent. C'est pas possible qu'ils me disent non. On se sentait même gêné de lui dire non. Et je pense que ça a joué un grand rôle dans ce qu'elle a pu entreprendre. Donc, un de ses rêves, de ses désirs, c'était qu'il y ait une œuvre d'art devant ce bâtiment, ce qui en soi me paraît un désir juste, enfin, tout à fait respectable. Et elle avait demandé à son filleul, parce que je pense que c'était son filleul, Vincent Barré, de lui faire un projet d'une œuvre d'art.
Et moi, je n'étais pas contre cette idée. Mais moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que dans ce milieu qui est essentiellement vertical, il avait fait un projet totalement horizontal. Hein. Le projet initial, d'ailleurs, c'est que ces espèces de mobiles étaient au ras du sol. Hein, et donc, ils étaient entièrement à l'horizontale. Et moi, je trouvais que c'était étrange, en montagne, de faire quelque chose. Donc, j'étais contre. Et la majorité du conseil d'administration était également contre. Donc, elle est revenue chaque année, comme je l'ai dit. Chaque année, elle a remis au vote. Et chaque année, nous avons refusé son œuvre d'art. Et puis, un jour, alors la seule chose, alors, la seule chose qu'elle a, c'est qu'elle a demandé à Vincent Barré, puisque nous étions contre cet aspect horizontal, de le monter plus haut, le mobile. C'est pour ça qu'il se ressemble à ça maintenant. Et puis, un jour, il y a eu un nombre de départs importants du conseil d'administration, un renouvellement important. Donc, les nouveaux n'étaient pas au courant de cette longue discussion. Et elle est arrivée de nouveau avec son projet. Cette fois, elle a eu la majorité. Et donc, elle a pu... je souligne en plus qu'elle avait trouvé les financements en faisant l'appel à tous les physiciens pour donner quelques centaines d'euros, etc. Donc, c'est elle qui l'a financé. Hein. Enfin, qui a trouvé l'argent pour le financer. Ce n'est pas l'école. Donc, c'était devenu... Ah non. Oui. C'est vrai, tu as raison, André. Oscillation, vibration, oui. C'était pour ça que c'était un mobile. Vous avez raison. Bon, et puis je vais m'arrêter là parce que de toute façon, j'ai dépassé mon temps. Ça, c'est la dernière photo que j'ai personnelle de Cécile. Cécile a été un pilier d'une série de conférences qui avaient lieu à intervalles irréguliers sur l'intégrale de chemin, qui était une de ses grandes spécialités comme physicienne, ou physicienne mathématicienne. Et la dernière où elle est venue, et où j'étais également, c'est en Washington 2010. Et donc, voilà la dernière photo que j'ai de Cécile. Merci. Merci beaucoup, Jean, pour ces souvenirs si bien vécus. C'est Michel Leduc qui prend la parole maintenant. Ça me suffit, donc je ne vais pas parler longtemps, je n'ai pas d'image, puisque donc, vous en avez vu, elles sont un peu toutes de la même époque. Donc je voudrais dire que je suis vraiment très, très émue de dire un petit mot dans cet amphi et à la mémoire de Cécile, parce que Cécile de Witt, en tout cas pour les femmes physiciennes, c'est vraiment un modèle. Et donc Cécile était un modèle pour moi et pour beaucoup d'autres. Et donc je suis très touchée qu'on m'ait demandé de dire quelques mots. Voilà. Donc j'ai pour elle une très grande admiration, à la fois pour son travail et évidemment pour son œuvre ici. Alors, moi-même, je suis venue assez souvent ici, d'abord comme élève, mais ensuite comme directrice du centre de physique de 93 à 99. Et comme l'a dit Jean tout à l'heure, j'ai croisé Cécile. Chaque année, elle venait pour le conseil d'administration et elle restait au moins une fois par an. Elle venait du Texas et c'était quand même un grand voyage pour elle. Et elle tenait beaucoup à venir et à passer quelques jours à faire de la montagne. Et on avait le plaisir de discuter avec elle. Donc je l'ai rencontrée aussi ensuite assez souvent à l'IHES parce qu'elle venait travailler avec son amie Madame Choquet, avec qui elle écrivait un livre. Je crois qu'elle en a écrit d'ailleurs plusieurs et elles étaient toujours inséparables. Et Madame Choquet, sur les derniers temps, aidait beaucoup Cécile à se déplacer parce que Cécile commençait et a fini par perdre la vue. Et donc, elles étaient toujours collées l'une avec l'autre à l'IHES. En particulier, la dernière fois que je l'ai vue, c'est à la retraite de Jean-Pierre Bourignon, où il y a eu un grand événement et où elle a tenu à faire un très joli discours sans pouvoir vraiment voir ses notes. Alors, je voudrais juste témoigner un peu de ce que j'ai connu de sa personnalité, que c'était une femme absolument charmante et avec un très grand
charisme et elle était extrêmement vivante et très attentive aux autres. Elle écoutait beaucoup, elle posait beaucoup de questions. Elle se souvenait de ce qu'on lui avait dit. D'une année sur une autre, elle me demandait des nouvelles de mes enfants, par exemple. Donc c'était vraiment très, très émouvant. Et elle parlait aussi beaucoup de sa famille. Elle parlait de ses filles. Elle me disait mes filles ont fait ceci et cela. Et elle avait pour son mari une admiration immense que je pense qu'il méritait. Voilà. Et en même temps, moi je l'ai connue quand même à une période où elle avait plus de 70 ans, bientôt 80. Elle était toujours, elle avait des petits ennuis de santé, en particulier sa vue et d'autres. Et jamais, jamais elle ne parlait d'elle-même et de ses soucis. Et elle affichait toujours une très grande sérénité et un optimisme extraordinaire. Et je l'ai connue comme une femme assez sportive parce que, comme vous avez vu les photos, elle partait en randonnée à un âge avancé et elle essayait de m'entraîner. Moi, je le suis moins et donc je trouvais que c'était un peu dur pour moi. J'étais bien plus jeune qu'elle. Voilà. Donc, je voulais dire ça. Elle était très curieuse et aussi, je voudrais ajouter que c'est important aussi quand on travaille avec d'autres femmes. Elle était bien que très grande physicienne et contrairement aux idées reçues, très féminine et même assez coquette. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Voilà. Sinon, je voudrais juste signaler qu'elle était... donc moi, je ne vais pas vous parler de physique, puisqu'on n'était pas dans le même domaine de physique. Enfin, ceci dit, elle était très curieuse des domaines qu'elle ne connaissait pas très bien. Elle me faisait souvent parler. Et les atomes froids, est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça va donner? Que fait votre institut? Etc. etc. Donc, elle était vraiment curieuse. Hein. Je voulais juste dire que moi, je me suis intéressée avec elle aux conditions matérielles de l'école. Alors, comme Zine vous l'a dit tout à l'heure, à l'époque où j'étais directrice du centre, il y a eu des grandes rénovations, des chalets qui étaient tout à fait nécessaires. Donc, je ne me suis pas occupée de trouver l'argent, mais par contre, je me suis occupée avec le secrétariat et avec Cécile des aménagements et de la décoration, c'est-à-dire sujet soi-disant féminin, auquel Zine n'avait pas, pour lequel n'avait pas une passion. Alors savoir s'il faut des couettes ou des couvertures, savoir quelle couleur on va mettre selon les chalets. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup avec Brigitte et avec Isabelle, discuté avec Cécile de la rénovation des chalets. Parce qu'il faut savoir que, vous l'avez peut-être vu, avant les nouveaux travaux, il y avait une douche pour 6. C'était quand même assez spartiate. Hein, on est passé une douche par chalet, c'était très bien. Et je dois dire aussi que je lui dois un soutien au conseil d'administration extrêmement ferme. Pour l'arrêt, dans la construction des 3 nouveaux chalets, je me suis rendu compte, et je n'étais pas la seule, qu'un des 3 chalets, le premier qui était construit, était vraiment hideux. Et je ne sais pas pourquoi l'architecte avait fait une construction en forme de proue, de bateau, qui n'avait rien à voir avec l'architecture locale. Donc on a fait arrêter les constructions, ce qui a retardé de plusieurs mois la construction des autres chalets. Et Cécile est très sensible à l'esthétique, comme pas tout le monde, hein, mais a dit oui, c'est une très bonne idée, il faut arrêter ça. Oui. Bon, je critique pas la direction. Je dis que Cécile a été vraiment a mis tout son poids. Et c'est quand Cécile ne veut pas quelque chose, ça n'a pas lieu. Voilà. Non, d'accord. Alors, juste, un dernier témoignage, puisque j'ai quand même surtout connu Cécile au conseil d'administration. Elle avait 2 idées fixes. Il y avait une idée fixe, il ne faut pas
augmenter la taille de l'amphithéâtre. Alors c'était l'époque où les contrats européens commençaient à arriver, et pour faire des colloques européens, il fallait 100 places. Voilà, il y avait des membres modernes du conseil d'administration qui poussaient à augmenter la taille de l'amphithéâtre. L'idée fixe de Cécile et d'autres personnes, comme les théoriciens, comme Jean-Zine Justin et moi-même, on trouvait que 70 places, c'est bien, il ne faut pas augmenter. Donc, ça, c'était la première idée fixe. L'autre idée fixe, c'est pas ôter le tableau et remplacer par du tableau blanc, mais ça, je vois que ça n'a pas changé. Donc, ça, c'est très bien. La troisième idée fixe, c'était pas de clé sur les portes des chambres. Alors ça a peut-être changé, parce que, non, toujours pas de clé, parce que voilà, c'est l'école ouverte. Voilà. Donc, elle s'est beaucoup préoccupée de la bibliothèque quand moi j'ai commencé à travailler au centre de physique. Et elle était, je voudrais juste conclure là-dessus, elle était très attentive au travail des jeunes. Elle voulait que les espaces soient agréables, calme, et donc elle a beaucoup insisté pour que la bibliothèque soit spacieuse et bien organisée. C'était l'époque où travailler dans une bibliothèque, c'était important. Je sais que maintenant, c'est plus le cas. On travaille chacun un peu avec l'ordinateur, mais les revues, le classement des revues, le classement des livres, c'était un sujet sur lequel je discutais beaucoup avec elle parce que ça m'intéressait aussi. Donc, elle a beaucoup travaillé sur la bibliothèque et la présentation de la bibliothèque. Voilà. Une autre chose aussi que je peux dire à propos du conseil d'administration, où on devait choisir des projets ou donner des impressions sur des projets, elle était toujours favorable aux projets des plus jeunes. On disait « Ah, mais ça, ce sont des jeunes, oui, c'est peut-être un peu moins évolué. » Je parle des sujets sur le centre de physique où on devait discuter parce qu'il y en avait beaucoup. Quand j'ai commencé à m'occuper du centre de physique, on a ouvert beaucoup plus la durée. Autrefois, c'était au début des temps, c'était juste la période du ski. Puis ensuite, on a ouvert de janvier jusqu'aux écoles d'été et ensuite redoublé avec les écoles prédoctorales pour les doctorants qui étaient à ce moment-là sur le mois de septembre. Et Cécile était très favorable aux écoles prédoctorales pour les jeunes et très favorable aussi tout ce qui était les jeunes. Je signale aussi qu'elle essayait aussi de pousser les projets portés par des jeunes femmes, sachant qu'il n'y en avait pas beaucoup, et il n'y en a toujours pas beaucoup. Et on n'était pas beaucoup dans le conseil d'administration de femmes mais on n'était pas les seuls à soutenir les projets des femmes, hein, c'est pas ce que je veux dire. Voilà. Et elle était très sensible à l'ouverture aux sujets nouveaux, les sujets qu'elle ne connaissait pas. Et voilà. Tout ce qui était physique l'intéressait. Tout ce qui était un peu à côté, elle était très sceptique. Quand il y avait des projets qui incluaient des sciences sociales, un peu de sociologie, un peu de psychologie autour de la physique, non, ça c'était pas sa tasse de thé. Mais bon, peut-être que maintenant, la société ayant changé, elle aurait peut-être une autre vision. Donc moi, j'ai gardé un souvenir extrêmement fructueux de ces conseils d'administration où elle était là et des discussions qu'on avait avant et après les conseils. Je voulais dire quelque chose sur la sculpture parce que ça m'a fait frapper. Mais Jean-Zine Justin vous a raconté l'histoire de la sculpture, mais cette sculpture, elle est revenue devant le conseil d'administration pendant des années. Pendant toutes ces années, le conseil était contre et on était deux pour, c'était elle et moi. Donc je suis quand même un peu contente de raconter ça. Et bon, il y avait des tas de raisons. Effectivement, quand la sculpture de son ami Vincent Barré était basse sur patte et tournait, le conseil, à juste titre, faisait remarquer que c'était juste la hauteur pour faucher les têtes des enfants. Bon, il y avait des choses comme ça. Et puis il fallait couper des arbres, alors ça risquait de défigurer le paysage, etc. Et puis elle a fini par l'obtenir à force d'acharnement et en faisant une pétition, une collecte personnelle, comme l'a dit Jean. Donc, ça, c'est une preuve extraordinaire de sa ténacité. Voilà. Donc, je voulais le raconter, mais ça a déjà été raconté, mais c'est quand même vraiment une histoire fantastique.
Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Mais merci encore de m'avoir demandé de témoigner. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a donné aussi l'occasion de revoir le personnel que j'ai connu dans ces années 90. Et je vois que Brigitte est encore là et ça me fait vraiment plaisir de revoir Brigitte et bien sûr ceux qui sont encore en action. Et puis je vois que aussi l'amphi n'a pas été agrandi quand on m'a dit ça a été rénové. Oh, j'ai dit ça y est, voilà. Mais non, on est resté dans les traditions. Je vois que tout va rester en se modernisant et donc je suis ravie et je suis aussi très contente que Christophe Salomon ait repris le flambeau, voilà, avec Monsieur Pella. Voilà. Merci Michel. Merci Michel. Nous sommes un petit peu au-delà de l'horaire. Donc nous avons maintenant un des derniers étudiants de Cécile, Bira, qui va prendre la parole. Merci de... Oui, je te mets là. I would like to thank Christophe for the opportunity to say a few words for Cécile. I have to apologize for speaking in English, but trust me, you don't want to hear my French. It's also a great honor to be in front of all of you, and in particular, Cécile's family. Cécile was very important for me in a period of my life as a student, and it's really, oh, great, thank you. I would like to say a few words about the period in Texas, not her necessarily great achievements, which you heard so many times already today, but more the day-to-day activity. It's an honor because many people could be here in my place and deliver the same words. I'm sure that most students, most people that had to, young students that had the opportunity to interact with her would say similar things. I came to the University of Texas almost 30 years ago, and originally I came to work with one of Cécile's colleagues at the Center for Relativity. That was Claudio Teitelboim. But when I got there, I found out that Claudio had founded an institute in Chile, in Santiago de Chile, where he was from. And then I saw myself with a lot of time to take courses. And in 1988, I believe, Cécile was giving a course on stochastic processes. And I had worked back in Brazil for my master's on something called stochastic quantization, which is a third way to do quantization in addition to canonical quantization, and Cécile's favorite, which was path integrals. L'intégrale de Chemin. So that course seemed to be ideal for me to take, and so I went there as a relatively young graduate student to take the course, and I found out that the course was very difficult because I didn't have the mathematical background. Cécile wrote this great book, Analysis, Manifolds, and Physics, that was referred to before, and that book was helpful, but still not easy for the mathematically challenged, I can tell you. And what I remember most from the course is the questions that the students had, essentially all the time. And Cécile had a really nice way of handling questions. Many instructors, you know, you're happy to have questions, but you're sort of impatient, you want to continue with the material and you want to get rid of the questions quickly, but not Cécile. Cécile, typically, she would listen to the questions sort of without expression for a while, and then all of a sudden, her eyes would brighten up and she would smile, and that's why I like this picture here, because it was pretty much what you see in this picture. And she would answer the student for a very long time. And what was more special was that many times the question, I can tell you, was not that good. But she transformed the question into something really deep. And you know, many physicists tend to do this by saying first, the question you should have asked is,
but not Cecile. Cecile just transformed that question into something profound, even when it was not. And it gave every student the feeling that, wow, I'm really doing something special here. And I think that that's really precious for a student when you feel that even when you don't know something, you are doing the right thing by asking questions. So it was a great pleasure to have that course because of that. And there was no way not to feel excited about the stuff that Cecile was interested in, even though it was quite mathematical for me. As a result of that course, a student of Cecile, well, actually a student of Bryce's, Sikit Fong, started working with Cecile as a side project on a link between a wave equation with dissipation. It's called the telegrapher's equation. For the non-physicists, you have to consider the propagation of a wave that carries information through a medium, and that medium will have some loss of information. That's called dissipation. In Cecile, with Sikit, they found a link between that, the solutions of such equations, in some stochastic processes of a certain type, Poisson processes. And so having done that, Sikit was interested and Cecile were interested in finding solutions for specific types of dissipation when the time is important. And that's when I joined in. Sikit was a friend of mine. He was 2 or 3 years ahead of me. And we shared an office, and we started working on this project. And there were so many times that we had to have Cecile's help. Cecile's office was sort of towards the end of the corridor in the Robert Lee Moore Hall in Texas. I'm sure her family had the experience of going there. And so many times we went down the hall to ask for her help, and I remember so many times in front of the blackboard getting her guidance on the problem. But as time went by, Sikit had to finish his dissertation with Bryce DeWitt, and then he left for a postdoc. I changed fields. I started working with Steven Weinberg, and that project that we started took a long time to complete, and it was about 91 when we completed it, and I think Cecile was maybe on sabbatical. I think she was gone for a long time from Austin. And we wanted her to be an author in the paper, but Cecile said, no, I haven't done enough. And later, with my more experience, I've seen many other people that have contributed much less to a paper put their names on papers. And I think that illustrates another characteristic of Cecile. She was really not after glory. There was nothing better for her than having two young students publish a paper by themselves, and she really didn't care whether she got the recognition for being the advisor or not for that particular project. So I think this is something that pervaded her life and continued also after the students left. So I was in contact with Sikit recently, and he told me that he owes her a great debt for all she's done for his career after he left Texas, all her support. From my perspective, the last time that I had the chance of interacting with Cecile was at the end of my PhD in summer of '92. I wanted to come to Europe to participate in summer schools, and I was thinking there's Les Houches, there's Cargès. Of course, Les Houches was known as the best school to come to. I ended up going to Cargès, I'm sorry. But yeah, I'm sorry. Yes. But the interesting thing is that I told Cecile that I was interested in coming to the schools, and she said, I'm going to recommend you for both, and you are going to be accepted.
And I was, as a student, I thought, how can she know? And then in retrospect, I learned how she knows, and it was mentioned already. She wouldn't take no for an answer. But what's more special, I think she wouldn't take no for an answer for a lowly graduate student like me. I have the impression that she would fight with Christophe if Christophe was the director of the school and convince him to take this graduate student, because she firmly believed that in this case me, but any other young student might be deserving of the school. So as it turned out, I'm only here now. Another 25 years later, I was invited, thanks to Sasha and the other organizers of the current school, to give lectures. And when I was going to prepare my lectures, I started writing a dedication to Cecile, because all that stuff was very important for me at an early stage. And then, unfortunately, I'm so sorry to hear that I thought I'm going to look Cecile up in the internet, and I was sorry to hear that she had passed, and that I have to write my dedication to her memory instead. But I think we can always get some solace from the fact that I think it's a great memory. So thank you for listening to this little speech. Thank you. Thank you very much, Bira, for this testimony also of the impact of Cecile on science, her own physics, actually, mathematical physics, the great achievement that she has produced as well. So we now turn to the second part, which is the tutelle part. We have a few excuse me. Switch. Voilà, on aborde maintenant la deuxième partie. Ça m'arrive plusieurs fois maintenant, avec les quelques interventions des tutelles de l'unité mixte de service. Et nous commençons par Lise Dumazy, président de l'Université de Grenoble-Alpes. Donc, monsieur le maire des Ouches, représentant le député de la 6e circonscription, je n'ai pas vu arriver, si, il est arrivé, monsieur le haut-commissaire à l'énergie atomique, madame l'administratrice générale de Grenoble INP, chère Brigitte, monsieur le président de l'École normale supérieure de Lyon, cher Jean-François, monsieur le directeur de l'Institut de physique du CNRS, cher Alain, monsieur le directeur scientifique exécutif à la direction de la recherche fondamentale du CEA, monsieur le président de la communauté Université Grenoble-Alpes, cher Patrick, monsieur le directeur de l'école physique des Ouches et monsieur le directeur adjoint, monsieur l'attaché scientifique de consulat de France à Houston, mesdames, messieurs les membres de la famille de Cécile de Witt-Morette, mesdames, messieurs les anciens directeurs et directrices de l'école de physique des Ouches, mesdames, messieurs, chers collègues. Alors, l'école de physique des Ouches, comme il a été rappelé, a été créée en 1951 au village Les Ouches, était alors rattachée à l'université de Joseph Fourier de Grenoble. En 1998, une convention a été signée entre l'université Joseph Fourier et le CNRS pour stabiliser le fort engagement du CNRS dans le fonctionnement de cette école. Et depuis des années, l'école avait donc le statut d'un service interuniversitaire entre l'université Joseph Fourier et Grenoble INP. Suite à la fusion de l'université Joseph Fourier avec l'université Pierre Mendès France et l'université Stendhal pour créer l'université Grenoble-Alpes en janvier 2016, et afin de renforcer le rayonnement scientifique international de l'école de physique, les parties se sont engagées en créant une unité mixte de service école de physique des Ouches à partir de janvier 2017. Cette UMS regroupe aujourd'hui les établissements et les organismes qui ont été fortement impliqués dans sa gestion, et l'UMS est placée sous la responsabilité conjointe de l'UGA, du CNRS, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de l'Institut Polytechnique de Grenoble, Grenoble INP, de l'École normale supérieure de Lyon, et notre université, l'UGA, est l'hébergeur de cette UMS. Alors, notre réunion aujourd'hui
est une double occasion, celle de la signature de la convention qui crée cette UMS, mais également celle de l'inauguration du bâtiment principal de l'école, donc, qui était intitulé jusqu'à présent la Jacassière et qui avait été conçu en 1960 par Henri Jacques Lemesme. Ce bâtiment, on l'a dit, a refait peau neuve après des travaux de réhabilitation. Et j'aimerais souligner le travail remarquable des architectes d'Atelier Wolf et Associés qui ont trouvé une solution élégante pour continuer à préserver l'âme du bâtiment historique tout en le rendant plus adapté peut-être à la modernité et en tout cas plus confortable, puisque j'ai entendu que c'était un petit peu ce débat qui à un moment avait conduit évidemment à ces évolutions. Alors on retrouve dans cette réalisation la sobriété, le sens des matériaux locaux, le bois, la pierre, et la volonté d'affirmer une architecture de montagne par la gestion des éléments traditionnels dans un esprit moderne. Une quinzaine d'entreprises ont œuvré pour cette belle réalisation et je les remercie aujourd'hui chaleureusement également. Ce chantier, qui a coûté près d'1,5 million d'euros, a été conduit sous la direction de Jérôme Couston, de la Direction générale déléguée au patrimoine, et à la logistique de notre université, à qui j'adresse également tous mes remerciements pour le travail fait dans des conditions fortement contraintes. En effet, les travaux se sont déroulés sur une période très courte, allant d'août 2016 à janvier 2017, période pendant laquelle l'école est restée fermée, mais on peut reconnaître que c'est qu'une période suffisamment courte pour qu'aucune dynamique scientifique et internationale de cette école n'ait été entamée. Alors, c'est un bâtiment magnifique et qui va porter le nom de la fondatrice de l'école, Cécile de Witt-Morette, à qui on a rendu hommage jusqu'à présent et qui, je pense, est présente et sera présente dans l'esprit de tous pendant toute cette journée. Hein. Donc, on voit à quel point sa personnalité et sa force, je dirais, à la fois de caractère et scientifique, a pénétré l'ensemble de cette maison. Et bien sûr, nous regrettons que sa disparition en avril de cette année ne lui ait pas permis d'être présente aujourd'hui. Nos collègues ont donc rendu déjà un vibrant hommage à cette remarquable personne. D'autres expliqueront mieux que moi toute l'importance de l'école physique des Ouches, toute l'importance qu'elle avait et toute celle qu'elle a aujourd'hui dans l'histoire française, mais aussi internationale et je dirais mondiale de la physique. Je souhaiterais juste souligner, et cela me fait plaisir à souligner, que ces dernières années, de nombreux bâtiments de notre université ont été nommés en honneur de femmes qui ont joué un rôle remarquable dans l'histoire de notre pays. C'était le cas de notre pôle universitaire à Valence, qui porte le nom de Marguerite Soubeyran, qui était une remarquable pédagogue, innovante en pédagogie, ou du bâtiment Simone Veil à Grenoble, et aujourd'hui du bâtiment Cécile de Witt. Voilà, beaucoup d'hommes ont également joué un rôle remarquable, mais des femmes aussi, et donc c'est très bien que dans les bâtiments, ce soit également inscrit dans la pierre et dans le bois. À partir d'aujourd'hui, donc, le bâtiment principal de l'école portera le nom de Cécile de Witt-Morette, qui donc, on l'a rappelé, cette jeune physicienne française qui a contribué au redressement de son pays, qui, comme bien d'autres pays au lendemain de la guerre, en physique, qui, comme bien d'autres pays au lendemain de la guerre, avait accusé un très grand retard dans l'enseignement et la pratique de la physique moderne. Donc dynamique et visionnaire, Cécile de Witt-Morette a réussi immédiatement à échafauder avec des moyens de fortune d'abord et puis des moyens de plus en plus importants qu'elle a contribué à rassembler, une école où les meilleurs spécialistes mondiaux sont venus et viennent transmettre leurs connaissances et partager l'élaboration de ces connaissances à une trentaine d'étudiants de tout pays, français et européens surtout, mais pas exclusivement. Alors on l'a dit, je le rappelle, de très nombreux prix Nobel et médaillés Fields ont eu l'occasion de donner ou de suivre, ou bien de donner et de suivre d'ailleurs, ou de suivre et de donner, plutôt dans cet ordre-là probablement, des cours dans cette remarquable école. Dans les années 50 et 60, l'école de physique des Ouches a eu un impact considérable sur le développement de la physique de haut niveau en France et même au-delà, et je pense continue à l'avoir, je l'espère. Son fonctionnement a été copié et sera certainement encore copié à plusieurs reprises dans le monde. Alors, au fil des années, l'école a suivi les évolutions de la science. Elle s'est ouverte à des domaines périphériques. Alors, on a parlé des sciences sociales. Bon, moi, on m'a plutôt parlé de mathématiques, de sciences de la Terre, de chimie ou de biologie. Alors, quand je dis périphériques, elles ne sont évidemment pas périphériques de manière globale. Elles sont périphériques par rapport à la physique.
Et les interactions entre ces disciplines sont très fréquemment au cœur des problématiques abordées aujourd'hui aux ouches. Bon, j'imagine que les interactions physique-mathématiques ou physique-chimie ou biologie sont peut-être plus faciles à établir que physique, sciences humaines et sociales, mais bon, je ne suis pas spécialiste de la question. L'école des Ouches reste pour notre université un exemple remarquable d'une vision scientifique et pédagogique d'avant-garde. Et nous nous en inspirons, et nous nous en inspirerons également dans le développement de notre université, qui a mis l'interdisciplinarité et la collaboration avec l'ensemble des partenaires, que ce soit organismes, écoles, instituts, et l'international, au cœur de son projet. Merci. Merci beaucoup. Brigitte Plateau, maintenant, Grenoble INP. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et je vous propose que je mutualise les salutations que Lise a faites. Et merci beaucoup. Non, voilà. Donc, tout d'abord, je souhaite contribuer à l'hommage qui a été rendu à la fondatrice de cette école, Cécile de Witt-Morette, son excellence scientifique, tout d'abord, et puis aussi son engagement humain, si j'ai bien compris, ont inspiré cette école. Et je crois que nous pouvons être fiers et reconnaissants d'être réunis aujourd'hui grâce à cette femme de science. Je remercie aussi tous les pionniers de toutes les pionnières de cette école, notamment tous les directeurs et directrices, et puis particulièrement l'équipe actuelle, M. Salomon et son équipe, pour leur animation scientifique toujours de haute qualité. Au-delà de l'hommage rendu à sa fondatrice et ses collègues, dirigeants et participants, j'ai le plaisir ici de venir représenter Grenoble INP qui continue à sa mesure de soutenir l'école, cette école, avec ses partenaires prestigieux, l'Université Grenoble-Alpes, l'ENS de Lyon, le CNRS, le CEA. Si Grenoble INP est maintenant co-tutelle de l'UMS École physique des Ouches, ce n'est pas simplement pour bénéficier de ce lieu à la fois simple, mais aussi riche d'histoire, un cadre exceptionnel qui a inspiré tant de découvertes scientifiques depuis 1951. Ce n'est pas non plus pour s'enorgueillir de ses nombreux prix Nobel et autres médailles à des illustres pensionnaires. C'est aussi parce que certains de ses professeurs, dont Yves Bréchet, pour ne pas le nommer et qui est arrivé, ont insisté pour que ce lieu soit aussi chez nous, parce que ce lieu, c'est un lieu riche de débats scientifiques, riche de rencontres, qui alimente de nouvelles voies de recherche pour nos collègues et aussi pour nos étudiants. Et ceux qui connaissent Yves savent que lui aussi, non n'est pas une réponse. Donc, quand il a une idée, eh bien, voilà. Et donc, on était d'accord avec Yves que l'engagement de Grenoble INP pour cette école doit toujours être dans la réalité. Alors, Grenoble, c'est un haut lieu de la physique. Et c'est aussi pour ça que tous ces grandes figures scientifiques qui sont venues, avec ses louis, avec sa communauté scientifique actuelle, avec aussi ses grands instruments. Tout ça, c'est un ensemble humain et aussi de matériel et de lieux qui nourrissent la science, mais qui nourrissent aussi l'ingénierie, la valorisation et le transfert des recherches sur des sujets comme la physique des matériaux, sur les sujets comme l'interface physique-biologie, sur des sujets comme la physique numérique, etc. Donc beaucoup de liens entre la science physique et l'ingénierie. Pour nous, donc, cette école qui prend de la stabilité avec ce statut d'UMS fait partie des pépites dont Grenoble INP, l'Institut d'ingénierie de Univ Grenoble-Alpes, profite grandement. À Grenoble INP, comme vous le savez, on forme surtout des ingénieurs que l'on veut créatifs, que l'on veut responsables, que l'on veut engager dans un monde durable. Et nos diplômés se tournent vers l'industrie, l'économie du futur, avec de nombreux secteurs applicatifs, mais qui ont un lien avec tout ce que vous faites ici, les systèmes embarqués, les nanotechnologies, l'informatique industrielle, les problématiques de l'énergie, de l'eau, de l'environnement, la papeterie, les biomatériaux.
Grenoble INP, c'est un institut qui est sur 2 pieds, l'ingénierie qu'on dit traditionnelle mais qui n'arrête pas de se transformer à toute vitesse, et puis le numérique, les deux pieds ayant un lien fondamental avec les théories de la physique. Citons par exemple le quantum engineering qui fait partie de ces disciplines émergentes. Donc, le lancement de cette nouvelle forme de l'école des Ouches est pour nous l'opportunité renouvelée de remercier tous les partenaires, dont les acteurs du territoire, qui contribuent grandement au rayonnement international de cette école. Donc, pour finir, je voudrais vous remercier au nom de tous les enseignants-chercheurs, au nom de tous les étudiants de Grenoble INP, et de nous accueillir, de faire que ce soit chez nous ici, au cœur de ces belles montagnes et inspirantes montagnes. Et je voudrais souhaiter un bel et prospère avenir à l'école de physique des Ouches. Merci beaucoup, Brigitte. Jean-François. Jean-François Pinton, ENS Lyon. Merci. Donc, effectivement, je reprends la proposition faite de passer les adresses protocolaires. Beaucoup de choses a été dit et il est difficile d'ajouter, puis j'ai cru comprendre qu'on avait un tout petit peu de retard. J'aurais voulu ici d'abord témoigner de cet endroit merveilleux. Moi, j'ai été étudiant aux Ouches. Hein, mon début de ça, c'est les années 92. Et je peux témoigner d'un lieu qui permettait aux gens le challenge, qui permettrait d'avoir à la fois les meilleures vedettes et à la fois des étudiants qui n'avaient pas peur de bousculer l'affaire ou des gens qui venaient s'intéresser aux choses. Dans le milieu auquel j'étais à l'époque, qui était la turbulence, il y avait une espèce de revival à la suite des systèmes complexes, et puis les anciennes vedettes, vraiment vedettes, hein, du type Bob Crichton étaient venus, et puis il y avait des nouveaux venus, certains très connus comme Giorgio Parisi, qui s'intéressaient au sujet pour un moment, et ça donnait lieu à des choses absolument fantastiques. Moi, je me souviens de Giorgio Parisi demandant à Crichton, avec son accent italien inimitable, il disait A plus B cube is A cube plus B cube plus 2A square B. You follow, right? Et c'était une ambiance absolument extraordinaire. Et les gens qui participaient à ça et à l'ensemble de ce qu'offre l'école, ils sont partis avec des années de réflexion. Donc voilà. J'ai été ensuite organisateur, j'ai été enseignant, j'ai dirigé le centre des Ouches pendant une période, et puis aujourd'hui, comme on dit, je fais tutelle. Ça permet d'une continuation, c'est-à-dire je crois qu'il y a dans cette tradition le fait que les gens qui s'en occupent aujourd'hui en ont été les étudiants, le fait de vraiment savoir de quoi il s'agit et de comment on peut le défendre et quel bénéfice il y a à l'aider. Et je crois que dans cet endroit merveilleux qui est fait pour les organisateurs et pour les tutelles, il convient de remercier comme il faut le staff. Quand on organise des choses ici, on a 1 milliard de trucs à faire, et puis tout d'un coup on trouve des gens disponibles qui vont résoudre les problèmes de logement, résoudre les problèmes de billets, savoir comment ça se passe, faire les comptes dans des conditions qui ont toujours été comment dire, imaginatives, et c'est cet attachement-là qui permet de fonctionner. Il y a un travail qui a été fait depuis de nombreuses années pour que cet endroit se stabilise autant que faire se peut dans un monde moderne où les tentations diverses que chacun peut avoir en tête pourraient venir perturber ce merveilleux endroit. Je voulais ici remercier Constantin Protasov qui vraiment a beaucoup participé à l'inventivité administrative qu'il faut mettre en place pour que tout se passe bien et qu'on rénove quand même les bâtiments. Je vois Patrick Lévy sourire. Mais il a vraiment fallu l'être, et c'est un gros travail qui, je crois, il faut souligner. Je suis sûr qu'Alain dira d'autres mots sur les contributions de mes camarades CNRS à l'époque sur cet endroit. Je voudrais juste un mot peut-être, puisque je suis là en tant qu'ENS, pour dire le vrai partage qu'on a avec ce type d'endroit.
finalement, ici, la question, c'est comment est-ce qu'on peut aider des talents et l'intendance suivra, quel que soit le coût pour l'intendance d'ailleurs. Et derrière, ce qui va compter, c'est avoir des gens motivés en petit nombre qui vont vouloir contribuer sur les chemins de la connaissance. Bon, mais je crois qu'on fait ça, on essaye de faire ça à l'échelon d'un établissement. Je crois que cet endroit fournit un espèce de havre pour faire ça, où tout d'un coup, on a le loisir de s'exclure un petit peu de ce qui est autour et de venir se poser des vraies questions en ayant le temps. Et vraiment, cette reconquête des temps longs auxquels l'école participe, d'ordre 1, c'est notre plus grand challenge. On est vraiment dans un endroit où tout le monde veut quelque chose de nouveau tout de suite. Et ben non, ça ne se produit pas comme ça. Et s'extraire pour pouvoir construire, c'est tellement indispensable que c'est reconnu dans le monde entier. Je connais peu d'endroits, on pourrait les nommer entre nous, mais je connais peu d'endroits où quand on dit je fais une école aux Ouches, tu ne veux pas venir, le mail ne revient pas dans les 10 minutes qui suivent en disant oui, d'accord, à quelle date voilà. Donc ce retour aux sources du métier, ce fait d'aider les talents, je crois que c'est ce que nous apprend, ce qu'on apprend nous de Cécile. Moi, je ne l'ai jamais connue. Je me faisais, comme d'autres, une joie immense de pouvoir enfin la rencontrer. Elle nous laisse ce devoir. Et je voudrais terminer par ça, puisque j'interviens comme tutelle. Elle nous laisse ce devoir de tutelle. La motivation et la science d'abord, l'intendance suivra. Merci. Merci Jean-François. Philippe. Philippe Chaumaz, donc, directeur exécutif de la recherche fondamentale au CEA. Scientifique exécutif. Donc je vais aussi faire court pour l'introduction. Je vais juste peut-être dire, mesdames et messieurs les élus et chers collègues, chers amis, alors moi j'ai tenu à être présent dès qu'on m'a parlé de cette manifestation. J'ai tenu à libérer l'agenda pour être présent et pour 3 raisons que je voudrais partager avec vous. La première est toute simple. Comme mon nom l'indique, Chaumaz, en fait je suis du coin. Et donc je comprends bien l'importance des montagnes pour inspirer la science, pour inspirer les vocations. Et puis aussi, vous savez tous qu'en montagne, il faut partir. Mais il ne faut pas partir trop vite. Les touristes, ils démarrent, quand ils ont pris le tramway juste à côté, ils démarrent à fond la caisse pour monter le Mont Blanc. En fait, ils vous dépassent et vous les redépassez dans la montée parce que vous savez qu'il faut partir à petits pas, mais il faut toujours tracer la même route. Et donc, continuer à avancer. Et je pense que cette école, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit d'avancer toujours comme on monte en montagne, école après école, livre après livre, et de construire une tradition, de construire quelque chose sur le long cours. Et donc, c'est pour moi totalement savoyard. Alors, je veux bien que ça soit aussi grenoblois, même si je suis savoyard et que Grenoble est dans le Dauphiné, j'ai pas de... je me rappelle bien qu'il y a quand même des bornes avec d'un côté la Croix et puis de l'autre côté notre cher Dauphin, mais je ne rentrerai plus dans ces combats de chapelle. Même si la Savoie, c'est quand même bien. La deuxième raison, c'est parce qu'avant de faire tutelle, comme on dit, je suis théoricien. Et avant tout, finalement, je suis théoricien. Et la façon dont j'aborde... En fait, je suis physicien, théoricien, expérimentateur, mais je suis théoricien. Et donc, j'ai usé mes culottes sur les bancs en bois, le bois de cette école. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'effectivement, c'est plus confortable. Et ça... Finalement, dès le début, parce que moi, j'ai commencé avec Dominique Vautrin, Hubert Flocard, Marcel Vénéroni, Roger Ballion. Et donc, dès mon démarrage, les Ouches et Cargèse étaient dans le paysage, étaient les lieux importants. Et je me souviens de réunions importantes ici. Je m'en souviens une interdisciplinaire organisée par l'ENS de Lyon sur les transitions de phase dans tous les systèmes finis. Moi, je venais parler des noyaux et de ce qu'on pouvait faire en fragmentation, mais on croisait ça avec les condensats de Bose et toute autre transition. Et c'était l'état d'esprit de cette transversalité de la théorie et l'importance des différents phénomènes en physique et leurs liens, et qui continue aujourd'hui par toutes les ouvertures qu'on peut imaginer dans l'interdisciplinarité. J'y reviendrai quand je parlerai de mon 3e point qui est le CEA, cette interdisciplinarité, l'ouverture, la convergence des disciplines, les frontières qui s'éliminent entre les différents sujets.
et qui est l'avenir qu'on doit construire tous ensemble pour la physique inscrite dans la science. Donc, le deuxième point théoricien qui est vraiment très important parce que c'est finalement le fond, la science, c'est le fond de cette maison, c'est ce qui doit nous motiver avant tout. Et avant tout, on doit toujours penser science et après, on doit faire en sorte que le reste marche. Mais il faut toujours garder le cap qui est la science. On ne doit jamais perdre, ni dans les finances, ni dans l'administration, ni dans les règlements. On doit garder la première priorité qui est de faire avancer la science. Et donc, c'est le troisième point. Je suis là au nom du CEA. Et je voudrais juste insister sur plusieurs points parce que on peut se dire, le CEA, oui, pourquoi le commissariat à l'énergie atomique est présent. On peut voir qu'il est présent dès le début. D'ailleurs, on m'a raconté que Messia tapirisait avant les écoles, réunissait les Français et leur donnait des petits cours pour qu'ils puissent être au niveau de l'international au tout démarrage de l'école et pour leur apprendre plus de physique et leur permettre de bénéficier au mieux de la science. Et si vous regardez la liste des directeurs, il y a un très grand nombre de directeurs qui sont complètement connectés au service, puis à l'Institut de physique théorique, et en fait au CEA, qui a toujours mis la physique théorique dans le cœur de son action. Et ça, c'est important à comprendre, et je reviendrai sur la partie le décret, et Yves qui est là pourra commenter sur l'importance de la recherche fondamentale et de la théorie au sein du CEA. Donc, si on regarde le CEA, il a été refondé pour partie récemment avec un nouveau décret qui réaffirme bien ses missions. Et dans ces missions, une mission explicite est bien de faire la recherche fondamentale avec un spectre large. Bien sûr, en toujours pensant qu'on est un commissariat, donc on travaille sur mission, on a des missions particulières données par l'État. Et donc, quand on fait des actions, il faut qu'elles soient en lien clair avec nos missions. Mais quand on pense à la physique et au fondement en recherche fondamentale, il faut avoir une vision large. Et il faut avoir une vision en grande partie aussi basée sur la théorie, qui est le travail au niveau des concepts. Et d'ailleurs, si vous regardez les actes du CEA pour se dire, bah oui, effectivement, le CEA, est-ce qu'il est bien impliqué en recherche fondamentale? On a créé l'année dernière une direction qui fait à peu près le quart des effectifs. On a regroupé toute la recherche fondamentale dans une direction de la recherche fondamentale. On a regroupé d'ailleurs tout ce qui est sciences du vivant et sciences de la matière parce qu'on pense qu'on est dans un grand moment de convergence pour de multiples raisons. La première, peut-être, c'est le numérique. Le big data est partout. Mais en fait, si on pense numérique, il faut plus penser à la fois les concepts, à la fois tout ce qui est l'instrumentation, le fait que les différentes disciplines, en particulier la biologie, va vers une vision élémentaire. On remonte aux molécules, on remonte à leur action, que les différentes frontières entre disciplines sont en train de s'estomper. Parce qu'en fait, si vous allez dans un laboratoire de biologie et qu'il n'y a pas l'explication de texte, que vous le visitez de nuit et seul, je vous parie que vous ne savez pas dans quel type de laboratoire vous êtes. Bon, s'il y a des souris qui traînent, vous allez trouver, mais en général, vous avez des RMN différents, des microscopes électroniques, etc. C'est complètement... la science est en train de se reconverger en une vision unique et cette école se doit de l'accompagner et l'accompagne dans cet élément de convergence où la physique joue tout son rôle. Donc on a non seulement créé la DRF avec cette vision de convergence, il y a aussi une convergence qui a été évoquée quand on est passé du concept de physique quantique ou de mécanique quantique à ingénierie quantique. Il y a aussi cette idée qu'on est la limite entre la science et l'ingénierie est floue aussi. Les choses, il y a plus d'un côté les ingénieurs, de l'autre côté les chercheurs, tout ça se mélange. Le CEA, c'est dans notre ADN, on n'a que des ingénieurs-chercheurs. Donc on est à la fois des bâtisseurs, des constructeurs, on peut visser les boulons ou faire écrire les équations, comme elles sont derrière moi. Pour nous, c'est le même métier. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi en cours, qui est important, et que cette école aussi suit, et que l'ensemble de la dynamique en France est en train de suivre, et on se doit de l'accompagner. Et l'ingénierie quantique, le passage au mot ingénierie quantique, démontre bien qu'on pense à la fois au concept, mais on pense aussi aux applications, vers la société, qui est le troisième moteur de convergence, parce que si on pense que la science va aider notre monde à relever les défis, eh bien les défis,
se contrefichent de savoir si on les solutionne par de la physique, de la mécanique, de l'ingénierie ou de la biologie ou des sciences humaines. L'important, c'est qu'on trouve les solutions et qu'on puisse avancer sur les grands challenges. Et donc ça, c'est aussi une motivation de convergence qui montre bien que la physique joue pleinement son rôle, va jouer son rôle dans un ensemble interdisciplinaire, pas parce que ça fait beau, parce que c'est au fond de la démarche. Et donc, le CA a aussi créé des segments et toute une série de segments sont rattachés à la mission recherche fondamentale avec un suivi très fort du haut-commissaire de manière à bien être sûr que nous contribuons à cet effort collectif en recherche fondamentale et en particulier en physique théorique. Et d'ailleurs, on a réaffirmé l'importance de l'IPHT dans le CEA. Et on va même consolider ses statuts, comme on le fait pour cette école, pour être sûr que c'est quelque chose avec une vision au long cours. Et d'ailleurs, pour finir, la présence du haut-commissaire dans les conseils d'administration mettait bien en évidence que depuis le début, depuis longtemps, cette école est fortement en connexion avec le CEA et que le CEA est là pour soutenir cette école. Et ça sera mon dernier mot. Je suis là pour donc engager le CEA. En mon nom, je vais signer au nom du CEA et le CEA poursuivra son soutien au long cours pour toute l'initiative, les initiatives corrélées à cette école et de façon plus générale jouera son rôle de partenaire honnête et fiable dans tous les partenariats qu'on construit dans une volonté collective d'avancer parce que notre but, ce n'est pas le périmètre de chacun, c'est bien la science et donc le CEA sera toujours un partenaire fiable et robuste, qui pense toujours que sa force n'est pas sa propre force, c'est la force de ses partenaires. Merci à vous. Alain Choul, directeur de l'Institut de physique du CNRS. Merci Christophe. Je suis un peu touché et fier d'être ici. Bon, il s'avère que je suis en ce moment le directeur de l'Institut de physique, mais vu que l'école des Ouches a 70 ans, en 70 ans, il y en a eu beaucoup. Il y en a même deux dans la salle. Daniel Toulouse est ici, qui s'est occupé de la physique au CNRS pendant de nombreuses années. Et mon prédécesseur, Jean-François Pinton, qui n'a pas pu être là parce qu'il a d'autres fonctions, il est là pour d'autres raisons. Il est ici. Et la dernière fois que j'étais ici, d'ailleurs, c'était une école qui était à l'initiative de Jean-François. Les bancs étaient en bois, mais ça ne nous a pas empêché de travailler quand même. C'était bien. Alors, je ne vais pas non plus faire la liste des invités. Je voudrais quand même je voudrais quand même remercier le maire des Ouches d'être présent ici. Pour moi, c'est important que l'école soit allée aux Ouches et c'est important qu'il y ait des relations importantes avec les autorités locales. J'avais insisté pour que le maire des Ouches soit interviewé pour la rédaction du livre qu'on a eu. Je pensais le voir aujourd'hui. J'en vois un autre. C'est pas grave. C'est la même chose. Ok. Et je voudrais remercier aussi la famille de Cécile de Witt d'être présente parce que ils sont venus de loin et c'est important dans cette journée. Alors donc la vedette c'est l'école des Ouches. Je voudrais la première chose que j'ai à faire c'est excuser le président du CNRS qui aurait voulu être présent, mais le mercredi matin c'est l'immuable CD du CNRS. Donc avec son bon de sortie, il m'a donné l'autorisation de sortir, il m'a demandé de vous assurer du soutien du CNRS à cette pépite qu'est l'école des Ouches. Alors on est aujourd'hui, je vais aller vite parce que tout a été dit, pour 3 raisons. La première raison, c'est l'inauguration du nouveau bâtiment. On en a parlé. La nouvelle structure administrative, j'en dirai quelques mots parce qu'on a beaucoup dit que la science d'abord et l'administration derrière, mais c'est bien de protéger quand même, c'est notre rôle de tutelle, de protéger la science avec une administration adaptée. Et c'est de ça que je voudrais parler. Et la troisième raison, c'est rendre un hommage à Cécile de Witt, la fondatrice de l'école des Ouches. Je ne vais pas en dire 2 mots, je vais faire parler quelqu'un. On a parlé de Philippe Nozière tout à l'heure, qui était là en 1953. En 1953, il y avait un autre étudiant qui s'appelait Pierre-Gilles de Gênes, qui était là la même année, et qui répétait souvent que les 2 mois passés aux Ouches comptaient parmi les plus importants de sa vie. Je suis revenu transformé de cette école d'été. Ma vocation pour la physique est née là. Alors ceux qui ont connu Pierre-Gilles de Gênes savent ce que ça veut dire. Il n'est pas exagéré de dire que la création de l'école des Ouches a été un élément majeur du redressement scientifique français d'après-guerre. Personne n'a dit pourquoi il y avait besoin de ça. Personne n'a dit que c'était la physique ondulatoire qui avait tout empêché le développement de la mécanique quantique. Je ne voudrais pas citer des noms, ça serait pas... non, je ne vais pas dire. Il n'y avait pas que ça. Non, mais il y avait un peu ça.
en tous les cas, le fait qu'on ait débloqué ça, c'était important, et ça, on le doit à Cécile. Et il termine en disant, il ajoutait que Cécile de Witt a fait autant pour la physique en France que bien des gouvernements. Je ne parle pas de celui-là. Hein. Et je voudrais répondre un petit peu à Philippe, c'est que cette école 1953, Choclet était là et donnait des cours. La relation avec l'industrie, l'inventeur du transistor était là, il donnait des cours, et ce que dit Pierre-Gilles de Gennes, c'est qu'il était plus passionné par les cours de Choclet que par ceux de Wolfgang Pauli. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc, voilà, ça c'est... Donc, oui, émergence. Donc, je ne vais pas citer tous les nouveaux champs disciplinaires, je vais en citer que quelques-uns qui ont pris leur envol. Alors, ce n'est pas forcément né ici, mais qui ont pris leur envol avec des écoles de physique. Hein. C'est le boson de Higgs, le graphène, les atomes froids, l'imagerie sismique, la matière molle, et puis les moteurs cellulaires. Tout ça, c'est des exemples. Il y en a des dizaines et des dizaines. Christophe le savoir. Moi, je voudrais quand même dire un mot sur le nouveau cadre juridique. Il n'est pas là pour embêter les gens, il est vraiment là pour protéger ce trésor scientifique contre des perturbations extérieures. Alors, pas des perturbations scientifiques, vous l'avez vu, la communauté des physiciens est très attachée à ça et le restera, mais l'école des Ouches, c'est devenu un patrimoine précieux, au pied du Mont Blanc et qui peut attirer des convoitises. Donc avec le statut du MS, c'est aujourd'hui 5 tutelles. C'est un projet où 5 tutelles avec la même énergie travaillent. Je cite une université, une école d'ingénieurs, une école normale supérieure et 2 organismes de recherche nationaux. Moi, je connais bien des projets en France, aux 4 coins de l'Hexagone, qui aimeraient bien une telle unanimité. Enfin, je ne vais pas faire de politique, non. Bon, après, je vais juste terminer par quelques remerciements. Et puis, je voudrais, parce qu'il y a une convention qu'on va signer, et c'est vachement agréable d'arriver, et avec une convention, on n'a plus qu'à la signer, mais je peux dire qu'il y a quand même des gens qui ont fait des efforts assez surhumains pour arriver à cette convention, pour convaincre toute la communauté que l'objectif était bien de protéger cette école. Et donc, je voudrais remercier particulièrement Constantin Protasov, et puis Bart Van Tigelen, qui ont porté ce projet, surtout Constantin, mais Bart après, dans les derniers temps, en forte interaction avec des juristes, des administrateurs, des tutelles, et aussi des scientifiques soucieux de préserver cet héritage. Alors là, c'est compliqué pour moi, mais enfin, l'Institut de physique tient aussi à remercier l'Université Grenoble-Alpes pour avoir assuré et avoir maintenu ce patrimoine dans l'état dans lequel il est aujourd'hui et permettre à la physique de continuer à bénéficier de ce précieux cadeau. Et nous, bien sûr, je remercie la famille d'être venue. Et finalement, je tiens à remercier la nouvelle équipe de direction, Christophe Salomon, Philippe Pella et Annie Glemont, qui ont accepté d'assurer la direction. Et je suis persuadé que grâce à eux, à la barre, l'UMS fera vivre longtemps le cadeau de Cécile de Witt, donner aux générations futures un lieu pour passer du temps à réfléchir et discuter de façon informelle autour d'une question scientifique, et donc contribuer à l'émergence de nouvelles disciplines. Voilà, merci. Voilà, donc nous avons fait le tour des tutelles et nous avons maintenant 2 interventions. Patrick Lévy de la commu Grenoble Université, et puis nous finirons par le maire des Ouches qui nous accueille ici merveilleusement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais me dispenser aussi des salutations protocolaires, mais je vais associer à disons, ces salutations 2 personnes qui ont déjà été mentionnées. Alain Nemos, qui est un de mes prédécesseurs comme président de l'Université Joseph Fourier, et comme il a été dit, qui a œuvré comme d'autres, mais beaucoup, pour l'école de physique des Ouches. Et puis Constantin Protasov, parce que souvent dans l'ombre, mais pour la bonne cause, il a beaucoup aidé, y compris très récemment, pour que tout cela ait lieu et qu'on puisse signer effectivement cette convention de l'UMS. Alors, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Ce que je veux dire, c'est que l'endroit où nous sommes est très particulier et au fond, on pourrait l'illustrer assez facilement par ce qu'on voit quand on arrive ici, les montagnes, et puis par la personnalité de Cécile de Witt-Morette, dont il a été dit de façon extrêmement claire combien elle était à la fois dynamique, visionnaire et aussi,
je ne vais pas me mêler d'une discussion de physiciens, je m'en garderai, mais peut-être aussi un peu un esprit de résistance et de promotion d'une forme de modernité, ce dont nous avons toujours besoin en fait. Voilà. Alors, l'autre chose qui est peut-être important de dire, c'est que le succès et la renommée de cette école, qui a été longuement illustrée ce matin, est lié aussi au concept, au fait qu'on est dans un endroit un peu en dehors du temps, d'une certaine façon, et qui associe des gens qui sont des stars, qui sont des gens reconnus, et puis des gens qui sont des esprits jeunes, des étudiants, des gens qui finalement aiment se confronter à quelque chose qui a une forme de la science établie, pour justement peut-être la bousculer, en tout cas la questionner. Et de cela aussi, l'université doit être absolument porteuse, et je pense qu'à ce niveau, l'école de physique des Ouches est un exemple de ça, de convivialité, de questionnement, de défis, et de croisement aussi, il a été dit très bien. Je pense qu'aujourd'hui, les barrières qui ont pu exister, ou qui de temps en temps peut-être existent encore, entre les disciplines, mais aussi par exemple les chercheurs ou les ingénieurs, sont certainement à dépasser. D'une certaine façon, l'école de physique des Ouches s'est aussi ouverte à d'autres domaines, alors périphériques par rapport à la physique en tout cas, certainement, mais c'est certainement une très bonne chose. Et je pense que, en tout cas, le concept qui a été mis en place ici, l'idée, le caractère novateur de cela il y a, en 1951, d'une certaine façon, en fait son succès. Alors, je crois que c'est très impressionnant, ça a été dit, mais c'est très impressionnant quand même et suffisamment impressionnant pour le mentionner, le nombre de gens qui sont passés ici comme étudiants et qui ensuite ont eu un Nobel de physique. Je ne suis pas sûr qu'il existe un autre modèle aussi performant, enfin, en tout cas pas en tête, et je crois que ça témoigne à la fois de la qualité et du caractère extrêmement précieux de cette école. Et je partage ce qui a été dit par Alain Choul à l'instant, c'est-à-dire que finalement, je ne représente pas ici une tutelle, puisque je représente la communauté universitaire, l'enseignement supérieur et de la recherche Grenoble-Alpes, mais je partage le sentiment que si nous sommes là pour quelque chose, c'est d'abord pour permettre que la science puisse continuer et s'exprimer dans les meilleures conditions, et donc protéger ce modèle, et d'une certaine façon, c'est ce que la signature de l'UMS va permettre. Alors, pour le dire aussi très clairement, l'école de physique des Ouches, c'est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers. Alors, ça n'appartient pas à Grenoble, évidemment, et je m'en garderai, mais en tout cas, Grenoble essaye d'y contribuer, et c'est quelque chose dont nous sommes fiers parce que c'est une réussite exceptionnelle. Ça fait partie des choses dont, finalement, qui font véritablement la promotion de la science et qui permettent aussi ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce renouvellement, le fait de pouvoir effectivement mélanger les générations. Et là aussi, quelque chose dont tous ceux qui ont contribué à cette histoire pouvaient être fiers, c'est le fait que cette filiation, cette perpétuation est finalement transmission d'une génération à l'autre. Ça aussi, c'est une richesse exceptionnelle et qu'il ne faut surtout pas perdre. Dernière chose, cette école n'a pas lieu n'importe où, et le maire des Ouches s'exprimera après, mais je pense qu'on peut être aussi très fier qu'à la fois elle est au pied du Mont Blanc, mais elle est ancrée dans son territoire, et elle s'inscrit aussi dans cette histoire. Je pense qu'elle s'inscrit à la fois comme un élément historique, mais aussi comme un élément économique. Elle attire un certain nombre de gens qui viennent ici, qui font parler des Ouches, et comme il a été dit tout à l'heure, finalement par Jean-François, qui refuserait une invitation à l'école de physique des Ouches? Probablement personne. Et cela aussi est important. Et le dernier élément sur lequel je voudrais insister très rapidement, c'est l'aspect de culture scientifique. Puisque finalement, à partir de l'école de physique des Ouches, il y a une diffusion vers les gens qui ne connaissent rien à la physique peut-être, en termes de culture scientifique. Et je pense qu'on peut être tous, comme universitaires, très attachés à cela, puisque finalement, faire connaître la science est un élément essentiel que nous devons porter dans la société, tout simplement pour que la société continue à soutenir la science, à considérer qu'il est fondamental de la financer, ce qui n'est, comme vous le savez, pas gagné et qui doit être un de nos combats très importants, puisqu'il arrive de temps en temps que des grands dirigeants de ce monde considèrent que la science n'est pas si importante. Il est tout à fait vital que nous puissions dire et faire le contraire. Voilà, je ne voudrais pas être plus long et je voudrais saluer la famille de Cécile de Witt en disant qu'on peut être que très fiers de poursuivre cette aventure collectivement et poursuivre l'esprit dans lequel elle l'a fait. Saluer et remercier chaleureusement l'équipe
de l'école, Christophe Salomon, Philippe Pella et Annie Glemont, et toute l'équipe qui porte en fait cette aventure, y compris qui a porté l'aspect de la rénovation des bâtiments. Et puis je voudrais aussi, c'est mon rôle, remercier les tutelles qui sont impliquées dans cette aventure, l'Université Grenoble-Alpes, Grenoble INP, l'ENS Lyon, le CEA et le CNRS. Je crois qu'ils ont bien illustré pourquoi c'était leur mission et je les remercie pour ça. Et puis finir par remercier le maire des Ouches et les habitants des Ouches pour leur accueil convivial et leur active collaboration depuis plus de 50 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Maurice Desailloux maintenant. Vous avez la parole en tant que représentant de la mairie ici. Merci. Bon, je dois dire bonjour à tous. Je dois dire que vraiment, je suis très impressionné par la composition de la salle. Et je tiens à saluer chaleureusement, au nom de tous les Ouches, chacun et chacune en sa charge et sa fonction aujourd'hui. Merci encore. Je voudrais redire à nouveau, re-excuser à nouveau Xavier Roseren, ancien maire, mais c'est très récent, hein, ça date de 10 jours, de la commune des Ouches et nouvellement député, et qui donc m'a chargé de vous transmettre tout son soutien dans sa charge, dans sa fonction, pour apporter le soutien nécessaire à la structure de l'école de physique. Alors je ne savais pas trop quoi raconter aujourd'hui, parce que le niveau scientifique, je ne vais pas m'y accrocher, mais il m'est revenu une petite anecdote que j'ai vécue, et il me semble qu'elle illustre relativement bien le schéma de l'école de physique. C'est quelque chose qui s'est passé il y a une 50aine d'années. Donc l'école de physique était vraiment pas vieux, pas très âgé, c'était ses premières 15-16 ans à peu près. Et j'ai eu la chance ou le privilège d'organiser une conférence à l'époque, c'était un petit peu en bas sur le parking en dessous là, avec Haroun Tazieff. Alors Haroun Tazieff, c'était quand même à l'époque vraiment une sommité dans son domaine. Et dans cette conférence, au cours de cette conférence, il projetait un film. Et c'est là où il y a un petit peu un côté anecdotique, c'est qu'à l'époque, tous les films tout ce type de film n'étaient pas sonorisés. Donc on avait, il faut se remettre 50 ans en arrière, on avait trouvé un projecteur qui correspondait, etc., mais qui n'avait pas de bande son. Or, le film en question était le premier film sonorisé, et bien sûr, pendant toute la soirée, au lieu d'écouter de la musique sur les explosions volcaniques, etc., eh bien, on a écouté les commentaires d'Haroun Tazieff, et je n'ai pas eu vraiment des cadeaux pendant toute la soirée, toute la nuit. Donc le lendemain, quand je suis retourné le voir, j'étais vraiment pas fier non plus. Et là-dessus, il avait complètement changé d'attitude, et en me disant, mais comment se fait-il? C'est la première fois que je fais une conférence, d'une part où il y avait autant de monde, et surtout où les questions étaient aussi pointues. Alors là-dessus, je lui ai dit, mais voilà, il ne faut pas vous étonner, il y a une structure qui s'appelle l'école de physique. Alors nous, aux Ouches, on disait école de physique théorique, mais enfin, je crois qu'à une époque, ça s'appelait un petit peu comme ça. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu ce que j'en savais, ce que j'en connaissais. Et il était vraiment sidéré, quoi, à tel point qu'il y a eu 2 conséquences. D'une part, il a offert sa conférence, et surtout, il a prolongé de 8 jours son séjour pour pouvoir venir ici et rencontrer à la fois les enseignants, les stagiaires, enfin, etc., etc. Et à mon avis, ça illustre 2 choses. Ça illustre d'une part le fait que dès le début, dès les premières années de l'école de physique, il y avait déjà un niveau d'excellence qui était assez exceptionnel. Et deuxièmement, c'est le lien finalement entre l'infiniment petit et l'infiniment grand qui tombait particulièrement bien, à mon sens, à ce moment-là. À titre personnel, je veux dire que, bien sûr, je connaissais l'école de physique théorique des Ouches, habitant aux Ouches, mais c'est au cours de mes études à Grenoble que j'ai pris conscience de l'importance que ça avait, puisque finalement, j'en entendais plus parler à Grenoble qu'ici aux Ouches. C'est en même temps une vertu, puisque ça veut dire que l'école de physique était vraiment très intégrée dans le tissu ouchard. Cécile de Witt était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je crois que tous les gens ont pu en garde d'elle un souvenir vraiment précieux. Et voilà. Au niveau de l'intégration, on en a parlé beaucoup. Et je crois pouvoir dire, enfin, je crois pas, je tiens à souligner aujourd'hui la volonté de la commune des Ouches d'apporter bien humblement, très humblement, mais son soutien et sa détermination
à parcourir avec vous les différents chemins, curiosité, recherche et découverte. Voilà, je vous remercie. Merci.